Alors, maintenant qu'on a vu comment résoudre des équations trigonométriques, on peut passer aux inéquations trigonométriques. Essentiellement, c'est la même façon de résoudre. Donc, on va débuter ça en mettant notre équation, notre inéquation, on va la transformer pour que ça soit une égalité. Pourquoi on va faire ça? Tout simplement pour trouver le point de contact qui va être comme la frontière entre la zone qu'on veut, donc la zone de l'ensemble solution, ou la zone qu'on rejette. Ensuite, c'est sûr que pour pouvoir interpréter ça adéquatement, avoir une représentation graphique, ça facilite de beaucoup les choses. Moi, je vous suggère d'utiliser votre calculatrice graphique pour avoir une représentation graphique de votre fonction, ou encore, vous pourriez utiliser Desmos ou tout aussi bien dessiner une esquisse de votre situation. De cette façon-là, vous seriez plus à même d'interpréter la zone de solution que vous recherchez. Sur ce, allons-y avec un premier cas, c'est-à-dire ici, résoudre l'inéquation qu'on a devant nous. Maintenant, l'inéquation qui est là, cette inéquation-là, j'en ai fait moi déjà une représentation à l'aide de Desmos. Donc, vous voyez que j'ai une courbe sinusoïdale. La zone que je recherche, c'est la zone qui est, selon mon inéquation, plus petite que 0. Donc, ça correspond sur mon graphique à la zone que j'ai mis là en orangé, qui est sous l'axe des X. Cette zone-là, c'est la zone qui va être formée donc des intervalles qui vont aller d'une certaine valeur à une autre valeur pour me faire mes petites portions orangées. Alors, vous avez d'abord à résoudre la version équation de cette chose-là, ce qui va vous permettre de trouver sur le premier cycle de votre fonction. Donc là, vous avez bien vu, là, j'ai placé mon point HK qui est pi sur 2 racine de 2. Donc, à partir de ce point-là, sur ce premier cycle-là, je sais qu'il va y exister deux contacts, ici et là, qui sont à la hauteur 0 sur l'axe des X. Donc, c'est pour ça que je vais, dans un premier temps, transformer mon inéquation pour que ça soit une équation. Donc, 2 sinus 0,5 x moins pi sur 2 plus racine de 2 égale à 0. Donc, je débute avec la portion là, équation. Et en isolant mon bloc sinus, comme on le faisait auparavant pour les équations, je vais pouvoir trouver donc les deux points de contact recherchés. Alors, si j'isole mon bloc sinus rapidement, en envoyant donc à droite la racine de 2 et 2, je vais avoir moins racine de 2 sur 2. Bon, sur notre cercle trigonométrique, on sait qu'il y a deux points qui possèdent cette valeur-là comme sinus, donc deux points remarquables qui sont situés dans le deuxième et dans le troisième et dans le quatrième cadran. Donc, on a tout d'abord ce point-là ici, qui a moins racine de 2 sur 2 comme sinus et moins racine de 2 ici pour celui-là ici, ce qui correspond aux deux valeurs que j'ai mis en fluo, c'est-à-dire 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc, c'est les deux portions d'angle remarquables qui sont donc équivalents à mon bloc d'angle qui tenait mon sinus là. Donc, si je remplace ces deux valeurs-là, 5 pi sur 4 dans un premier temps et 7 pi sur 4, en isolant pour chacun la valeur de ma variable, je serai capable de déterminer les solutions que je recherche. Donc, si je vais avec la portion de gauche, on commence par diviser par 0,5. Diviser par 0,5, c'est comme diviser par une demi. Donc, c'est équivalent à multiplier par 2. C'est pour ça qu'ici, on va obtenir 5 pi sur 2. Vous pourriez bien entendu utiliser votre calculatrice pour faire ce petit calcul-là si vous le souhaitez. Ici, j'obtiendrai 7 pi sur 2. Ensuite, pour avoir la valeur de mon x, je vais faire pi sur 2 ajouté de chaque côté. Donc, je vais obtenir ici 6 pi sur 2. Ou encore, bien sûr, vous pourriez trouver 3 pi si vous simplifiez votre fraction. Et pour l'autre, on aurait 8 pi sur 2. Ou encore, si on le souhaite, 4 pi. Donc, les deux valeurs qu'on vient de déterminer, 3 pi et 4 pi, ce sont les deux valeurs qu'on recherchait ici et là, qui sont les deux contacts par rapport à la hauteur 0 là, sur mon axe des x. Ce sera donc les zéros de ma fonction si on souhaite l'exprimer comme ça. Maintenant, on sait que notre intervalle va être formé donc de 3π jusqu'à 4π. Mais c'est sûr que cet intervalle-là revient dans le temps, puisque ma fonction est périodique. Donc, j'ai besoin de déterminer ma période pour pouvoir compléter cette chose-là. Donc, la période de ma fonction, c'est une fonction sinus, donc 2π divisé par la valeur absolue de b.
Alors, 2π divisé par la valeur absolue de 0,5, ça va nous donner ici 4π. Eh bien, chacune de ces valeurs-là, donc chacun des intervalles formés de ces multiples-là, placés bien entendu dans le bon ordre, va me permettre de traduire mon ensemble solution. Alors, si on y va simplement, on regarde notre inéquation de départ. Et là, c'est la partie là, interpréter notre solution qui est importante. On voulait avoir la zone qui était strictement plus petite que 0. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas les deux contacts. Notre intervalle doit être ouvert parce qu'on a strictement plus petit que 0, donc on n'a pas des intervalles qui sont fermés. On sait que si on se sert de notre représentation graphique, ça débute avec 3π, ça se termine avec 4π, mais on doit aussi tenir compte du fait que eux vont créer, si on veut, un intervalle un peu plus loin à une distance de période. Donc, 3π plus 4πn et 4π plus 4πn, où n est élément des entiers. Donc, si on fait un bond de période, donc on peut avoir l'intervalle de 3π à 4π, mais si on décale ça et qu'on va chercher l'intervalle suivant, à ce moment-là, on aura 3π plus 4π fois 1, c'est-à-dire 7π, et 4π plus 4π fois 1, donc 8π. Notre prochain intervalle sera formé de la zone entre 7π et 8π, et ainsi de suite pour avoir les zones subséquentes. C'est pour ça qu'avoir une représentation graphique, ça aide beaucoup. Si on fait le prochain avec une fonction, une équation en cosinus, ici encore une fois, j'ai représenté ça à l'aide de Desmos. J'ai placé le début de ma fonction, donc vous avez le début de mon cycle avec le point rouge à moins 1/2, moins 2, moins racine de 3, là, qui est mon K plus A. Et vous voyez la zone qui m'intéresse, qui est la zone qui est plus grande ou égale à 0. Donc, c'est-à-dire là, les petits dômes qui dépassent l'axe des X. Donc ici, si on voit bien, là, mon premier cycle se trouve ici. Donc, moi, dans quelques instants, quand je vais solutionner ça, je vais trouver deux réponses. Je vais en trouver une ici et une là, qui seront les deux réponses que j'obtiens quand je transforme mon inéquation pour que ça devienne une équation égale à 0. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est d'aller traduire notre inéquation pour que ce soit une équation. Donc, je mets ça égal à 0. On fait comme on a déjà fait auparavant. On isole notre bloc cos. En isolant notre bloc cos, ce qu'on va obtenir, c'est cos de moins pi sur 3 x plus 1/2, qui est égal à moins racine de 3 sur 2, parce que j'ai isolé mon cos, donc en me débarrassant là, de mon racine de 3 et de mon moins 2. Et là, on sait que dans notre cercle trigonométrique, il y a effectivement deux angles remarquables qui ont ça comme valeur de cosinus, donc cette valeur-là en abscisse. Si vous regardez dans votre cercle trigonométrique, j'en ai mis une petite représentation dans le bas ici de ma capsule, vous avez une première possibilité qui se trouve ici. Donc, le cos vaut bien moins racine de 3 sur 2 pour 5π sur 6. Et on a son vis-à-vis dans le troisième cadran à 7π sur 6, où on a également cette valeur-là en cosinus. Donc, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, mes deux possibilités seront formées de ces deux équations-là possibles. Donc, tout d'abord, celle égale à 5π sur 6, ou encore celle qui est égale à 7π sur 6. Et tout comme on a fait quelques fois auparavant, on va pouvoir progressivement isoler notre variable en x et on va éventuellement obtenir ici moins 2,5 et pour l'autre, x plus 1/2 qui serait égal à moins 3,5. Comment on obtient chacune de ces valeurs-là? Tout simplement d'abord en divisant par moins pi sur 3 et pour l'autre en divisant par moins pi sur 3 exactement. Donc, si j'isole mon x, je vais obtenir ici d'abord moins 3 et pour l'autre, je vais obtenir comme x moins 4. Maintenant, pourquoi j'obtiens ces deux valeurs-là et non pas 2 et 3? Pour une raison très simple. C'est que mon équation de départ, j'avais une valeur de b qui était négative. Ça veut dire que quand j'ai résolu, j'ai trouvé la solution pour le cycle qui se trouve à gauche
de mon point de départ de ma fonction, parce que mon B négatif, ça veut dire que j'ai la réflexion là, qui s'exerce par rapport à l'axe vertical. Donc, mon premier cycle se trouve dans la portion de gauche. Si mon B avait été positif, j'aurais trouvé comme solution 2 et 3. Ça va? Donc ici, les deux solutions que j'ai trouvées, ce sont moins 4 et moins 3, mais on voit que c'est quand même deux des valeurs possibles où ma fonction atteint minimalement le niveau 0, mais elle se trouve aussi au-dessus de ça. Donc, pour pouvoir interpréter la suite de mon ensemble solution, j'ai besoin de ma période. On a déjà fait ça auparavant, 2π sur b. Donc, 2π divisé par la valeur absolue ici de moins π sur 3. Ce qui va nous donner ici 6. Donc, je sais que mes intervalles solutions, qui vont faire en sorte que je vais me trouver au-dessus de mon axe des x, ici, ce seront des intervalles fermés. Pourquoi des intervalles fermés? Tout simplement parce que dans mon inéquation, j'avais un symbole d'égalité. Le fait d'avoir un égal dans mon symbole m'assure d'avoir des intervalles fermés. Alors, mon intervalle va aller de la plus petite valeur négative jusqu'à la plus grande valeur négative. Donc ici, c'est important d'écrire moins 4 d'abord et ensuite moins 3, parce que ça ne va pas de moins 3 à moins 4, mais bien de moins 4 à moins 3. Quand on lit l'intervalle, on va toujours de la gauche vers la droite. Donc, de moins 4 plus 6 fois n et de moins 3 plus 6 fois n. Ou ici, encore une fois, n est élément des z. Penser résoudre une inéquation sans utiliser un support graphique, c'est courir au désastre. Donc moi, je vous rappelle qu'il est vraiment très, très prudent d'en avoir un devant soi, soit on utilise Desmos ou votre calculatrice graphique. Bien sûr, une esquisse à la main pourrait faire la job, mais assurez-vous d'avoir au moins une représentation visuelle de ce que vous êtes en train de résoudre pour être sûr de ne pas commettre d'erreur. Et la dernière qu'on va faire ensemble, c'est par rapport aux tangentes. Maintenant, ce qui est particulier par rapport aux tangentes, c'est que la fonction, bien sûr, elle est périodique, mais elle est surtout interrompue à des endroits particuliers à cause de ses asymptotes. Donc là, vous devrez être hyper prudent quand vous allez résoudre pour tenir compte des asymptotes qui viennent limiter votre fonction, qui viennent l'interrompre. Ça va? Mais le début se fait de la même façon. Donc, on résout d'abord en mettant notre inéquation comme si c'était une équation pour trouver le point de contact qui nous intéresse. Donc ici, c'est par rapport à l'axe des x puisque je cherche la hauteur 0. Et en mettant ça égal à 0 et en isolant mon bloc de tangente, je vais rapidement obtenir la valeur suivante. Donc, moins racine de 3 sur 2. Et là, encore une fois, on se souvient, quand on résout une fonction tangente, on y va de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et on regarde dans cette zone-là, si ma tangente, elle est négative, ça veut dire que je me trouve nécessairement dans la portion inférieure de mon cercle trigonométrique. C'est là que les tangentes sont négatives. Et ici, en particulier, celui qui m'intéresse, c'est l'angle qui est ici. Donc, placé à pi sur 6, en fait à moins pi sur 6. Et ce que j'obtiens ici, c'est la valeur que je vois là. Donc, quand je dis moins pi sur 6, c'est celui-là qui m'intéresse parce que, pardon, ici, c'était moins racine de 3 sur 3. C'est moi qui ai commis une petite erreur là, en simplifiant ma fraction auparavant. Donc, la valeur qui m'intéresse, c'est celle de moins pi sur 6. Pourquoi moins pi sur 6? Dans les tangentes, on a l'habitude d'y aller de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, de mettre cette valeur-là égale à sa version d'angle radian négatif. Donc, 11 pi sur 6 qui est l'équivalent de moins pi sur 6. Donc, 1/2 x plus pi sur 3, c'est égal à moins pi sur 6. Et là, encore une fois, en isolant ma variable, je vais diviser par 1/2 qui est l'équivalent de multiplier par 2. Donc, j'obtiendrai moins pi sur 3. Et je poursuis en isolant complètement ma variable. À ce moment-là, je vais faire moins pi sur 3, moins pi sur 3. Je vais obtenir moins 2 pi sur 3. Et si vous voyez dans le dessin, ça correspond à cette valeur-là ici d'angle, qui est l'emplacement où ma fonction atteint le niveau, donc la hauteur 0. Maintenant, ma période pi divisé par la valeur absolue de b, donc pi divisé par la valeur absolue de 1/2, ce qui nous donne 2π. Fait qu'on voit bien dans notre dessin là, la période. Donc la période, c'est la distance qu'on a d'une asymptote à l'autre. Donc ici, c'est bien une période de 2π. Maintenant, si vous observez dans ce dessin-là, la zone qui m'intéresse, c'est quand on est
plus petit ou égal à 0. Donc, c'est la partie orangée ici qui m'intéresse, la portion qui est en dessous de l'axe. Fait que ce qui vient limiter mon intervalle de solution, c'est l'asymptote qui est à gauche. Donc, j'ai besoin de calculer cet asymptote-là ici qui est à gauche parce que je sais que mon intervalle va aller de cet asymptote-là jusqu'au contact. Et ça sera vrai pour toutes les autres asymptotes subséquentes. Donc, de l'asymptote qui est ici jusqu'au contact qui serait là, de l'asymptote qui est ici jusqu'au contact qui est là pour avoir toutes les zones orangées. Donc, je vais aller pour le premier cycle calculer l'asymptote de gauche. Pour calculer l'asymptote de gauche, on fait H moins notre période divisée par 2. Nous avons ça dans une capsule précédente, vous pourriez aller la visionner au besoin. Donc ici, le H, c'est moins pi sur 3. Ma période, je l'avais calculée, c'était 2pi. En divisé par 2, ça fait pi. Donc, mon asymptote de gauche, si je poursuis mon calcul, je vais obtenir ici moins 4pi sur 3. C'est l'emplacement de l'asymptote de gauche. Et cet asymptote-là va revenir avec une distance de 2pi, donc avec une séquence de 2pi. Ce qui va faire en sorte que mon ensemble solution, ce sera tous les x qui seront formés de la zone comprenant cette partie suivante. Donc, je ne touche pas à mon asymptote, mais ça doit débuter à l'asymptote, donc à moins 4pi sur 3. Il ne faut pas que j'oublie que cet asymptote-là peut revenir un peu plus tard à une distance de 2pi, donc plus 2πn, jusqu'à temps que j'atteigne mon contact, qui se trouve à moins 2pi sur 3, plus aussi 2πn. Pourquoi? Parce que ce point-là, lui aussi, va revenir à intervalles réguliers dans mon graphique. Et ici, je ferme mon intervalle. Pourquoi je ferme? Tout simplement parce qu'ici, j'ai un égal dans mon symbole. Donc, ça veut dire que je prends le point de contact que j'ai trouvé. Et tout ça, c'est quand mon n est élément des z, bien entendu.